La créatine. La créatine, c'est un des suppléments les plus populaires, autant par rapport à son prix que par rapport à sa réputation. Toutes les personnes qui commencent l'entraînement, qui sont rendues adeptes, intermédiaires, finissent par entendre parler de cette molécule qui permettrait d'augmenter notre force, d'augmenter notre masse musculaire, d'augmenter nos performances. Mais malgré toutes les promesses que cette molécule pourrait avoir, c'est aussi souvent le supplément le plus mal compris. Je vais démystifier la créatine une fois pour toutes, expliquer son fonctionnement, ses avantages et les gros mythes qui y sont souvent associés. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Simon, je suis entraîneur kinésiologue et je suis étudiant au cycle supérieur en nutrition et copropriétaire d'Entraînement Kinvolve, une compagnie dont la mission, c'est de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Premièrement, il faut comprendre c'est quoi la créatine. La créatine, c'est pas une molécule miracle, c'est pas quelque chose qui est pas naturel. Premièrement, il faut comprendre la créatine, c'est quoi? La créatine, c'est pas une molécule chimique particulièrement spéciale. C'est en fait simplement un acide aminé non protéique. Ça fait pas partie des acides aminés qu'on retrouve dans nos protéines, qu'on retrouve principalement dans la viande rouge et dans les poissons. La majorité de nos réserves dans notre corps se retrouvent dans nos muscles. Fait qu'on stocke 95% de notre créatine dans nos muscles et une petite partie est dans notre cerveau et une autre dans nos testicules, de l'ordre d'environ moins de 5% chacun. Un tiers de notre créatine se trouve sous forme de créatine libre, fait que simplement en termes de molécules de créatine, alors qu'un autre 2 tiers se trouve sous forme de phosphocréatine. Ça veut dire une créatine liée avec un phosphate. Au quotidien, on perd environ 1 à 2% de nos réserves de créatine par sa dégradation normale. Comme je disais tantôt, la créatine se retrouve dans les aliments naturels, que ce soit dans les viandes rouges, dans les poissons, mais aussi la créatine peut être synthétisée dans notre corps. Fait qu'on peut en créer dans notre foie ou dans nos reins à partir de 2 molécules qui sont l'arginine et la glycine. Honnêtement, c'est tout ce qui est à savoir par rapport à la créatine. C'est quelque chose qui est naturellement présent dans notre corps et dans ce qu'on mange. Maintenant, il y a beaucoup de formes de créatine qui ont été mises en marché au fil des années. La chose la plus importante que je veux que tu saches, c'est que la forme la plus étudiée, c'est la créatine monohydrate, du fait qu'on en absorbe presque 99% de ce qu'on ingère. Donc, on s'entend à 99% d'absorption, c'est super efficace et la créatine monohydrate n'a pas d'effet secondaire. Les autres formes de créatine comme la créatine HCl, la créalcaline, etc. ne semblent pas avoir d'avantages spécifiques. Certains avantages seraient même plus anecdotiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est des personnes, des utilisateurs qui vont avoir fait certaines expériences, comme par exemple, on entend parfois parler que la créatine HCl est vraiment efficace pour ceux qui ont des sensibilités au niveau digestif lorsqu'ils prennent de la créatine monohydrate régulière. Mais il faudrait avoir plus d'études par rapport à ce sujet-là avant de tirer une conclusion par rapport à justement l'amélioration de l'inconfort intestinal avec cette créatine. En fait, souvent, les autres formes de créatine qui peuvent être vendues ou qui sont combinées à d'autres aliments ou combinées à d'autres ingrédients, sont souvent moins d'impact physiologique que la créatine monohydrate pour une dose équivalente. Donc, souvent, on ne se casse pas la tête, la créatine monohydrate, c'est vraiment celle que tu as besoin. Maintenant qu'on sait que la créatine, c'est pas sorcier, c'est quelque chose qui est naturel, il y en a sous différentes formes, mais qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que ça a autant de bénéfices au niveau de la performance? Ce qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce que nos cellules fonctionnent. À la base, la créatine, ça permet d'augmenter la force. Pourquoi? Mais en permettant de synthétiser de l'énergie, fait créer de l'énergie littéralement pendant des efforts qui sont intenses et resynthétiser de l'énergie pour refaire des intenses efforts après un effort. Rapidement, pour effectuer une contraction musculaire, nos cellules ont besoin d'énergie, qu'on appelle de l'ATP, soit de l'adénosine triphosphate, une molécule d'adénosine avec 3 molécules de phosphate, triphosphate. Dans notre corps, on obtient de l'ATP soit de manière libre, fait qu'on en a déjà en circulation, soit en convertissant du glucose en ATP, donc tu comprends que c'est pour ça qu'on dit que le sucre, c'est certainement de l'énergie, ou en convertissant des acides gras en ATP ou encore des acides aminés en ATP.
Pour les efforts de courte intensité, mais la première source d'énergie, ça va être l'ATP libre. Comment est-ce que l'ATP fonctionne pour produire de l'énergie? C'est que c'est une molécule dont les liens phosphates sont super énergétiques. Fait qu'on pourrait imaginer que chaque lien phosphate tire sur une corde dans une direction opposée et que lorsque je viens briser ce lien-là, fait que je coupe la corde raide, ben là, il y a un relâchement d'énergie, comme par exemple, si mes deux personnes qui tenaient la corde, qui sont mon lien phosphate, ben, ils s'éloignent, ils sont repoussés parce que, en fait, ils tiraient vers l'extérieur et j'ai coupé le lien. Donc, pour produire de l'énergie, l'ATP se sépare d'un de ces phosphates. Et c'est cette coupure qui donne de l'énergie à nos muscles pour se contracter. Mais là, tu te demandes pourquoi? Ben, d'où vient la créatine? Parce que j'en ai pas encore parlé. Dans nos muscles, la créatine est souvent sous forme de créatine libre ou de phosphocréatine. Je te le disais tantôt, c'est de la créatine avec une molécule de phosphate. Peut-être que maintenant tu vois un peu où est-ce que je m'en vais avec ma molécule de phosphate. Donc, si on revient à mon ATP, lorsqu'on veut de l'énergie, mon ATP se libère de son phosphate et on se retrouve avec une molécule d'ADP, fait que de l'adénosine diphosphate, 2 phosphates, parce que j'ai perdu un phosphate. La phosphocréatine, quant à elle, elle va à son tour se libérer de son phosphate, fait qu'on va avoir une molécule de créatine qui se libère de son phosphate, puis il va la donner à la molécule d'ADP, celle qui avait juste 2 phosphates maintenant, pour rapidement créer une nouvelle molécule d'ATP, une molécule maintenant avec 3 phosphates. Et on a donc plus d'énergie. C'est le principal facteur qui fait que la créatine est autant intéressante d'un point de vue d'amélioration de la force, d'amélioration de nos réserves en énergie. Et dans le fond, le but de la supplémentation, c'est simplement d'avoir des plus grandes réserves de créatine dans notre corps, justement pour être capable de refaire de l'énergie rapidement dans nos efforts intenses et simplement d'en avoir plus. L'impact direct sur notre performance, c'est définitivement l'augmentation de la force. Mais on a aussi une amélioration au niveau de la récupération pour refaire nos réserves aussi de glycogène. On a observé qu'on a des améliorations aussi au niveau de la réponse ou des messages d'hypertrophie suite à l'entraînement. Bref, c'est vraiment une molécule qui englobe tout au niveau musculaire. Je tiens à rappeler que la créatine, c'est quand même pas un stéroïde anabolisant, qui est normalement une version synthétique de la testostérone, là, on est d'accord. Mais c'est simplement un acide aminé qui est naturellement présent dans notre corps. Le fait de se supplémenter, ça va pas faire qu'on va devenir des montagnes de muscles, ça va juste faire qu'on va avoir plus de réserves naturelles en créatine pour nous donner un peu plus d'énergie. Donc concrètement, c'est quoi les bénéfices de se supplémenter à la créatine? C'est que suite à la supplémentation en créatine, on peut observer une amélioration significative de la force, autant au niveau des muscles du haut du corps que les muscles du bas du corps. Donc, dans les études, généralement, qu'est-ce qu'on observe? C'est que, on va avoir 2 groupes. On va avoir un groupe qu'on va donner de la créatine entre 5, 10, 20 grammes. Et là, on va avoir un autre groupe qui n'aura pas cette supplémentation-là en créatine. Et on va voir l'impact direct dans le temps, par exemple, après 8, 12 semaines de la créatine sur la force. Et on voit que les gens qui avaient de la supplémentation en créatine avaient des meilleures améliorations en force que les personnes qui n'en avaient pas. Et c'est autant valide pour les personnes qui sont jeunes, pour les hommes, les femmes et pour les personnes âgées. Mais là, on entend souvent que la créatine, ça permet d'augmenter la masse musculaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un impact nécessairement direct. Fait qu'il y a des études qui se sont intéressées à savoir, mais si je fais juste donner de la supplémentation en créatine, est-ce que je vais avoir un gain en masse musculaire si je ne m'entraîne pas? Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'à une dose de maintenance de 5 grammes de créatine par jour, sans entraînement, mais il n'y avait pas d'augmentation de la masse musculaire. S'il y a une augmentation de la masse musculaire qui est mesurée, mais souvent c'est rapidement éliminé parce que c'est souvent en raison de l'augmentation de la rétention d'eau intramusculaire suite à la supplémentation, mais ça, j'en reparle tantôt. Donc, d'un point de vue de développement musculaire, vraiment simplement développement musculaire, prendre de la créatine, si tu t'entraînes pas, ça n'a pas vraiment d'avantage pour développer des muscles. Concrètement, il est observé que les hommes ont tendance à avoir une plus grande augmentation de la masse musculaire que les femmes. Donc là, la créatine, ça devient un supplément très intéressant. Ça n'a pas d'effet secondaire, je le rappelle. Et en plus, ça te permet d'augmenter ta force directement, tes performances à l'entraînement. Et ça a un effet indirect sur le développement de la masse musculaire. Alors, c'est déjà un supplément qui, pour les adeptes d'entraînement, pour les adeptes de bodybuilding, est super intéressant à intégrer parce qu'on en a juste des bénéfices au niveau des performances. Par contre, c'est pas juste ça, la créatine. On s'est intéressé aux autres effets que ça pourrait avoir parce que, si on se souvient bien tantôt, j'ai dit que, on avait 95% de nos réserves qui étaient dans nos muscles, mais on a aussi 5% qui sont aussi dans notre cerveau. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois.
Alors, on s'est posé la question, mais est-ce que ça aurait aussi un impact positif significatif d'augmenter nos réserves de créatine si en plus ça augmente nos réserves dans notre cerveau? Puis ce qu'ils ont remarqué dans les études, c'est que si on donnait plus de 5 grammes de créatine par jour à des adultes qui sont en santé, on aurait une amélioration des capacités liées à la mémoire, avec un effet qui est vraiment plus marqué chez les personnes âgées de plus de 65 ans, mais toutes les personnes en santé en avaient des bénéfices. D'un point de vue médical, il y aurait des bénéfices sur la dépression chez les adolescents, le Parkinson, l'Alzheimer. Bref, c'est vraiment une molécule qui est super intéressante parce que ça modifie la bioénergétique de notre cerveau. Fait comment est-ce que les échanges énergétiques se font au niveau de notre cerveau. Puis on s'entend, le fait de réfléchir, notre temps d'attention, notre mémoire, la vitesse à laquelle on est capable de traiter de l'information dans notre cerveau, c'est des processus qui demandent énormément d'énergie. C'est pas pour rien que le cerveau à lui seul a besoin d'énormément de glucose pour fonctionner. Donc en plus des bénéfices qu'on pourrait avoir au niveau de la force, au niveau de la masse musculaire qui est indirecte, on a des bénéfices au niveau des capacités cognitives. C'est-tu pas fantastique? Ça fait en sorte que sa supplémentation fait énormément de sens pour la population et particulièrement pour la population qui s'entraîne. Mais avec tous les bénéfices que ça peut avoir, il y a beaucoup de mythes qui viennent avec. Par exemple, on entend souvent « Hey, la créatine, ça cause des problèmes rénaux ». Et cette confusion vient souvent d'une incompréhension de comment est-ce qu'on métabolise la créatine, fait comment est-ce qu'on la convertit pour l'éliminer, et des anecdotes qui se sont passées. En fait, la créatine, lorsqu'on en consomme, lorsqu'on en a aussi naturellement, elle est dégradée en créatinine. Ouais, créatinine, c'est peut-être ça que tu as entendu, qui est ensuite filtrée par les reins et éliminée dans l'urine. Les reins en santé filtrent efficacement la créatinine, c'est pas une inquiétude. Mais lorsque les reins sont pas en santé, on peut alors voir qu'on a une augmentation de la concentration en créatinine dans notre sang parce que on n'est pas capable de le filtrer efficacement. Donc souvent, d'un point de vue médical, on va utiliser la créatinine ou la concentration en créatinine dans notre sang comme un marqueur de santé. Fait que ce qu'ils vont faire, ils vont faire des tests sanguins puis ils vont être comme oh ok là on a des niveaux de créatinine qui sont quand même élevés. Fait que ça c'est un marqueur, mais ça veut pas dire que le fait d'avoir la créatine élevée est nécessairement un indicateur qu'on a des problèmes rénaux. Parce que la quantité de créatinine dans notre sang est aussi liée à la quantité de masse musculaire qu'on a. Fait que pour les hommes et pour les femmes, ce n'est pas pareil, mais aussi à la créatine qu'on ingère par l'alimentation et en supplémentation. Donc, il faut faire super attention. C'est pas parce qu'on a des taux de créatinine qui sont élevés que c'est nécessairement d'un point de vue médical qu'on a un problème au niveau des reins. Ouais, il y a aussi certaines études de cas qui ont été faites là, il y a des décennies où est-ce qu'ils ont observé justement où quelqu'un qui avait déjà des problèmes rénaux supplémentait à la créatine et qui avait justement une augmentation de créatinine. Puis là, on était comme défaillance rénale, c'est un risque, mais c'est très anecdotique encore une fois. Donc, généralement, on ne recommande pas la créatine en supplémentation pour les personnes qui ont des problèmes rénaux. Tout simplement parce que, en effet, nos reins vont avoir plus de difficultés à filtrer la créatine. Un autre mythe qu'on entend vraiment souvent, c'est que la créatine, ça déshydrate. En fait, si la créatine fait bien quelque chose dans notre corps, c'est bien plus augmenter la quantité d'eau qu'on a intramusculaire par l'augmentation de sa concentration dans nos muscles. Parce que la créatine, c'est une molécule qui est osmotique, fait ça va faire des déplacements d'eau pour la stocker d'une certaine manière. Et dans les premières journées de supplémentation, souvent on peut voir une augmentation de la quantité d'eau dans le corps, simplement par l'augmentation de la concentration, encore une fois, qu'on a. Mais bien que toutes les études ne supportent pas vraiment le concept de rétention d'eau. Mais au long terme, on est sûr qu'on n'a pas de plus en plus de rétention d'eau plus on en consomme. C'est vraiment juste quelque chose qui arrive dans les premières phases initiales de consommation ou de supplémentation. Un autre mythe qu'on entend, c'est que il faut faire une phase de surcharge, il faut faire un protocole, on en prend 20 grammes dans les premiers jours, après on en prend 5 grammes par jour, etc. Mais c'est pas nécessaire. Les résultats ou les bénéfices qu'on a vont être là qu'on commence à 25 grammes par jour ou qu'on commence à 5 grammes par jour et plus. Un autre mythe qu'on entend souvent, c'est que la créatine, ça pourrait faire perdre nos cheveux. Puis ça, c'est super intéressant comme lien. Parce que ça a pris vraiment du temps avant qu'on ait une étude qui s'intéresse à ça. Et on en a une première qui vient tout juste de sortir en 2025 par rapport à la créatine et la perte de cheveux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 45 hommes, ils ont été sélectionnés à prendre soit 5 grammes de créatine par jour ou non. Ils se sont intéressés à l'impact de la supplémentation en créatine sur le follicule pileux. Fait que le follicule des cheveux, littéralement, ils ont voulu étudier ça. Et bien sûr, ils ont voulu aussi surveiller les niveaux de testostérone libre, mais aussi de DHT. Le DHT étant un byproduct, fait quelque chose qui est produit suite à la testostérone,
qui justement aurait un impact au niveau de la calvitie, fait qu'au niveau de la perte des cheveux. Fait que là, on voulait surveiller ça dans l'étude. Et après 12 semaines de supplémentation, mais ils n'ont pas observé qu'il y avait des différences significatives au niveau du DHT, fait que ouf, on est content, mais aussi au niveau des paramètres liés au développement du cuir des cheveux. Donc, il y avait donc c'est la première étude en fait qui s'est intéressée à ça et qui supporte que la créatine, mais ça fait officiellement pas perdre nos cheveux. Mais d'où vient cette peur-là? Ça vient souvent de l'association entre la créatine et les stéroïdes, la mauvaise association. Parce que la supplémentation en stéroïdes anabolisants, la version synthétique de la testostérone, va augmenter les niveaux de DHT et entraîne souvent des calvities chez les hommes et même chez les femmes. Donc, c'est pour ça que souvent qu'il y a une peur. Mais je rappelle encore une fois que la créatine puis les stéroïdes anabolisants, c'est deux choses complètement différentes avec des résultats complètement différents. Maintenant qu'on sait que la créatine, écoute, il y a beaucoup de mythes, c'est vraiment bon pour la santé, ça fait pas de problèmes rénaux, c'est bon pour nos performances, pour notre masse musculaire, mais comment est-ce qu'on peut l'utiliser le plus efficacement possible? Souvent, le dosage recommandé qu'on va voir, c'est tout le temps 5 grammes par jour. Et il y a aussi une recommandation qui est de 0,1 g par kilo de poids corporel et qui, selon moi, fait davantage son sens. Parce qu'on a tous des quantités de masse musculaire qui sont différentes, on a tous une taille qui est différente. Donc, une personne qui est plus grande et qui a plus de masse musculaire, ben, elle aurait avantage à prendre davantage de créatine. Donc, la recommandation, c'est 5 grammes par jour ou 0,1 g par kilo de poids corporel. Moi, je pèse 72 kg, donc j'ai tendance à prendre 7,5 grammes, 7,5 à 10 grammes de créatine par jour, sachant que la supplémentation jusqu'à 30 grammes, et oui, jusqu'à 30 grammes de créatine, je dis bien, et ce, pendant 5 ans, a été étudié et mesuré comme étant sécuritaire pour les gens qui étaient en santé et les gens de tout âge. En plus, généralement, les études se sont intéressées à des dosages beaucoup plus élevés pour les effets bénéfiques au niveau cognitif. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller un peu plus haut dans le dosage, mais même au niveau de la dernière revue systématique par rapport aux bénéfices de la supplémentation en créatine sur tous les aspects cognitifs, généralement, on avait un maximum de résultats ou une différence non significative au-delà de 5 grammes par rapport aux effets cognitifs. Mais dans la majorité des études, je rappelle, c'est environ des doses à 20 grammes qu'on donne de créatine par jour. Donc là, on s'est intéressé au dosage, comment utiliser efficacement la créatine, mais il y a aussi, on se pose souvent la question, est-ce qu'il y a un meilleur moment pour la prendre? Et la réponse, c'est pas vraiment. Le meilleur moment pour la prendre, c'est le moment où tu te rappelles de le faire. Donc, moi, je suis souvent comme, prends-le le matin en te levant, prends-le en même temps, avant d'aller te coucher, en même temps de quelque chose que tu es habitué de boire, c'est vraiment plus facile. Et c'est à peu près tout ce que tu as à savoir rapidement par rapport à la créatine. Donc, super bénéfique. Il y a souvent des questions très fréquentes qui arrivent, qu'on me pose souvent. Fait que j'ai fait une petite liste là pour que, si jamais c'est une question que tu avais, mais tu aies une réponse rapidement. Premièrement, on se demande souvent, est-ce que la créatine fait grossir? La réponse, c'est non, dans le sens où est-ce que ça fait prendre du gras? Non. Par contre, ça pourrait avoir un impact sur ton poids, soit au niveau de la rétention d'eau que tu pourrais faire dans la phase initiale, intramusculaire, ou simplement que tu as une augmentation de ta masse musculaire puis qu'on voit que ton poids augmente. Mais ça fait pas grossir en termes de prise de gras. Est-ce qu'elle peut être prise par les femmes? Certainement, elle peut être prise par les femmes. Vous en avez autant de bénéfices. Vous avez peut-être au niveau relatif moins de gains en masse musculaire que les hommes, mais c'est parce que relativement, vous avez généralement moins de masse musculaire aussi. Est-ce que la créatine, ça provoque des crampes? Non, c'est absolument pas lié à ça. Tout ce qui est, les crampes sont multifactorielles, mais il semblerait pas que la supplémentation en créatine soit un facteur qui améliore ou qui a un impact plus négatif qui crée plus de crampes. Est-ce qu'on peut en prendre dans une perte de poids? Certainement, si c'est quelqu'un qui s'entraîne, si c'est quelqu'un qui cherche les bienfaits au niveau cognitif, oui, tu peux prendre la créatine, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut en prendre lors d'une perte de poids? Oui, ça se peut que ça ait un impact au niveau de la progression au début sur le chiffre sur la balance, mais au niveau de la perte de gras, ça n'a absolument aucun impact. Et est-ce qu'il y a des signes qu'on peut voir que la créatine fonctionne? Et j'aurais tendance à dire que c'est difficile d'avoir des signes si on ne suit pas nos charges de la supplémentation directe de la créatine. Fait qu'on va pas voir visuellement une différence, on va pas nécessairement voir que nos charges vont exploser, mais on sait que ça fonctionne de manière. Si jamais tu as des questions que j'ai pas eu le temps de répondre ou qui te viennent d'être posées par ton entourage, par des gens qui disent « Hey, pourquoi est-ce que tu consommes de la créatine? » Hésite pas à me le partager. Ça va me faire plaisir de te répondre. Tu peux m'écrire directement à coachsim.knvl sur Instagram. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine.